Le Super Cub et moi sommes de vieux amis. Nous avons passé bien des heures ensemble. Ce n'est pas un avion rapide, mais sur les roues, les flotteurs ou les skis, il peut entrer n'importe où. Je pilote dans les Rocheuses, un pays que les Autochtones appellent l'épine dorsale du monde. Ils l'appellent les montagnes lumineuses. Mon arrière-grand-père marchait dans ces montagnes et parfois, en regardant par terre, je vois ses traces. Pour lui, c'était ici le Far West. Il y avait tellement de lieux sauvages et de faune, il pensait que ce serait toujours là. Il a eu tort. Depuis que je pilote et grimpe dans ces montagnes, j'ai remarqué la vitesse à laquelle nous les transformons. Nous voici seulement 3 générations plus tard à nous demander si l'épine dorsale du monde peut être brisée. Je ne vois certainement pas autant de caribous, de loups ou de grizzlies en bas que je voyais autrefois. Ce sont ces animaux qui rendent les montagnes sauvages. Sans eux, il n'y a pas de milieu sauvage. C'est triste de penser que nos arrière-petits-enfants ne pourront pas les voir. Je crois que l'avenir de ces milieux sauvages dépend de ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant. Je vais suivre en avion l'épine dorsale du monde et explorer les montagnes entre Yellowstone et le Yukon. On dit souvent ces jours-ci que cette région représente le cœur sauvage de l'Amérique du Nord. Nous verrons. Nous allons rencontrer ceux et celles qui consacrent leur vie à une meilleure compréhension de cet endroit. Ensemble, nous allons explorer notre histoire, regarder la situation actuelle et considérer l'avenir possible des Rocheuses. Nous commençons à Yellowstone, dans le nord de l'État de Wyoming. Fondé en 1872, Yellowstone est le premier parc national du monde. Au début du siècle dernier, les directeurs du parc ont de plein gré tué tous les loups à Yellowstone. Aujourd'hui, les anciens prédateurs sont de retour. Canis lupus. Le loup gris des Rocheuses a récemment été réintégré à Yellowstone. Les touristes l'adorent. Les exploitants de ranch, soucieux de leur troupeau, le détestent. C'est compliqué, jouer avec la nature. Bob Landis pense et vit comme un loup. Il se le doit. C'est un cinéaste de la faune. Bob nous offre une occasion rare de voir les loups de près dans la nature. Il a eu ses débuts comme cinéaste dans le Nord canadien avec son père il y a 40 ans. Il ne pensait pas trouver un meilleur endroit pour filmer la faune, avant de déménager à Yellowstone. Nous, les humains, notre impact sur les animaux résulte de nos nombres, plutôt que d'une intention quelconque de notre part. Même comme cinéaste, il faut bien porter attention à l'impact. Et ça se voit. Les meilleures prises de vue sont celles où les animaux sont naturels, pas dérangés. Autrefois, je filmais souvent le derrière de l'animal parce que je lui avais fait peur et il se sauvait. Ces changements-là sont sans doute les plus importants, le fait que nous sommes tout simplement plus nombreux. Il y a plus de cinéastes et de photographes. Mais d'un autre côté, ici à Yellowstone, il n'y avait pas de loups il y a 10 ans. Alors, ça donne des possibilités que je n'aurais pas eues si on ne les avait pas réintégrées.
Le père de Bob était cinéaste et chasseur. J'ai donc grandi avec un fusil dans une main et un appareil photo dans l'autre. Et on m'a dit d'aller m'amuser à viser. Parfois, c'était avec la caméra et parfois avec le fusil. Nous avons eu d'excellentes excursions ensemble. D'habitude dans le nord de la Colombie-Britannique. Nous avons tourné des films sur la route de l'Alaska, au début de sa construction et pendant nos voyages de chasse. Et ma carrière a évolué à partir de ce point-là. J'ai développé une grande passion pour ce que je faisais. Bien, le fusil permet de clouer un trophée au mur et les amis qui passent voient le trophée. Mais lorsqu'on tourne une bonne séquence d'action, c'est comme la chasse au gibier trophée, sauf qu'il y a des millions de personnes qui la voient et l'apprécient. Un autre avantage, évidemment, c'est qu'à la fin, l'animal est vivant et poursuit sa vie. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait la chasse avec un fusil. Yellowstone est donc le plus vieux parc national d'Amérique du Nord. Il a sans doute subi plus d'impacts résultant de l'utilisation par les humains. Plus de récréation et de développement. Des espèces disparues ont été réintégrées dans l'écosystème. C'est comme quasiment un travail en cours. Je me demande, nous, comme espèce, nous semblons nous impliquer tellement à l'éco-bilan. Oui, tu l'as bien dit. Yellowstone est vraiment un exemple d'un travail en cours et elle reflète notre perspective culturelle sur la faune. Il y a de bons animaux et des mauvais. Les prédateurs étaient mauvais, donc on les a éliminés. Les ours et les loups, par exemple, les cougars, les coyotes, on les a attrapés et empoisonnés et on a tiré sur eux, ici même, au parc. Et puis, nous avons réintroduit le loup, bien sûr, qui est un animal que personne ne pensait revoir. Nous espérions avoir une perspective un peu plus éclairée sur la faune d'aujourd'hui, comparée aux années 1920 ou 1930. Il y a eu toutes ces différentes choses qui se passaient ici. C'est un centre de recherche qui a servi de modèle de parc national pour le monde entier. Et nous espérons que la réintégration du loup est une initiative qui sera imitée par d'autres parcs dont les grands prédateurs ont disparu. L'idée, encore une fois, qu'un parc peut servir de modèle pour le monde. Ça, c'est bon. Oui, je pense que nous y sommes. Ils aboient juste un peu à droite. Essayons d'ajuster ça un petit peu. Vers la droite. Pour que ce soit... juste. Mon Dieu. Ah oui, écoute donc, Guy. Ah oui, c'est très beau. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de loup ici. Pas d'aboiement. Ah oui, c'est fantastique. C'est un son merveilleux. L'aboiement qu'on entend entre les meutes de loups ou quand ils aboient, on a sans doute effectué bien de la recherche sur ce que signifie l'aboiement ou est-ce que c'est territorial? Je pense que dans ce cas, nous entendons simplement la communication. Ce loup essaie de localiser sa meute. Il est peut-être à 10 000 de distance et il a entendu sa meute, alors c'est ainsi qu'il détermine où elle est. Mais nous avons entendu des situations où il y a un groupe qui aboie et l'autre côté de la vallée, un autre groupe aboie. Là, il s'agirait d'une situation territoriale où ils se mettent au défi et c'est un premier pas et vraiment la guerre très agressive. Et quelle est l'espérance de vie d'un loup?
Est-ce qu'on le sait? Bien, le dernier loup canadien est mort ici cette année à l'âge de 9 ans. Ça, nous le savons. C'était donc le plus vieux loup. Tous les autres loups sont la progéniture de ces animaux canadiens. Mais nous en avons eu beaucoup qui sont morts à l'âge d'1 an ou de 2 ans. Vous savez, ils ne trouvent pas une autre meute ou un autre territoire. Ils sont tués par d'autres loups, par des wapitis ou par quelque chose d'autre. La vie moyenne serait donc de 4 ou 5 ans. Un vieux loup aurait 9 ans. Oui, ce serait un vieux loup. Et des 31 loups qui sont venus du Canada, qui ont été réintroduits au système, il n'y en a pas de ceux-là qui soient encore vivants, j'imagine. Non, les 2 derniers sont morts il y a seulement 1 mois. Savez-vous combien de loups il y a dans l'écosystème? Si on compte une zone qui s'étend jusqu'au Téton et en comprenant un cercle d'environ 100 000 à l'extérieur de Yellowstone, peut-être 230 ou 240. Oui, c'est un grand succès jusqu'à présent en ce qui concerne les loups. Ils sont les seuls responsables de cela. Oui, on les adore ou on les déteste, ce qui a toujours été vrai. Si on regarde les contes de fées, les loups étaient toujours méprisés. Mais il y a des gens qui consacrent leurs vacances entières à s'asseoir sur une colline comme celle-ci pour observer les loups. Vous savez, on pourrait passer 3 semaines très intensives à regarder un loup qui est à 2 ou 3 milles de distance en utilisant un télescope. Oui, on les aime ou on les déteste. Je vais au nord, au Canada, pour rencontrer des scientifiques qui sont moins optimistes que Bob. Les glaciers de l'Alaska à l'Argentine sont en train de disparaître. Les glaciers sont vivants. Ils bougent, ils font du bruit. Je vous jure, je les ai même entendus parler. Ils sont nourris par les systèmes météorologiques humides du Pacifique. Il neige toute l'année ici, et s'il fait assez froid, la neige ne fond pas. Comprimée sous son propre poids, ça devient de la glace. Il y a eu au moins 4 époques glaciaires majeures qui ont déchiré ces montagnes. Les champs de glace Columbia se trouvent le long de la division continentale de partage des eaux, entre Banff et Jasper. Ils représentent ce qui reste de la dernière époque glaciaire. De cette calotte glaciaire, l'eau de fonte coule vers l'est, vers l'ouest et vers le nord, se déversant dans 3 océans. Il s'agit de l'eau de consommation pour des millions de personnes. À mesure que la Terre se réchauffait et que les étés devenaient plus longs, la glace s'est retirée. Les espèces végétales et animales ont réapparu. Seuls les plus forts peuvent survivre à ces altitudes. Peu de gens connaissent mieux que Brian Lockman ces hauts plateaux. Maintenant, nous sommes rendus sur la crête. La glace est venue jusqu'ici. Et par ici, il n'y a rien qui indique que la glace serait avancée jusqu'à là. Alors maintenant, nous allons regarder les indications par ici. Ce qui est difficile à comprendre concernant le temps géographique, c'est que rien ne reste inchangé. Alors, si on reculait de 60 millions d'années, les continents étaient dans des positions complètement différentes. Les roches donnent donc une perspective complètement différente vis-à-vis de ce qui se passe dans le climat actuel. Autour de nous, il y a des roches de milliards d'années et il y en a qui ont été déposées cette semaine. Il est difficile de saisir toute cette histoire. L'histoire qui me préoccupe, c'est surtout celle des 20 000 dernières années, depuis la dernière époque glaciaire.
Peu importe le nombre de fois qu'on fait ceci, c'est toujours épuisant. C'est la base du travail scientifique de Brian depuis 30 ans. Cette fois, il est ici avec un collègue argentin. Il travaille sur une étude du changement climatique qui s'étend de l'Alaska jusqu'en Patagonie. Ces arbres sont vraiment les plus anciens des Rocheuses. Ce sont les plus vieux arbres pour lesquels on a trouvé une date dans les Rocheuses canadiennes, cette espèce à ce site. Nous avons donc quelques arbres à ce site dont nous avons pris des carottes de sondage qui ont plus de 1000 ans. Le plus vieux est probablement d'environ 1100 ans et d'environ 1050 à cette altitude. Donc, on verra ce qu'on peut obtenir ici. Des cernes très serrées. Ces arbres poussaient probablement dans des conditions très sévères. Cet arbre est un de ceux que nous avons coupés d'en haut, là. Il vivait entre 1300 et la fin du 17e siècle, et vous voyez que les cernes ligneux sont très serrés. Le tout a un diamètre de seulement 5 pouces, et c'est un arbre qui avait 300 ans. C'est donc ce genre d'information que nous utilisons pour développer la longue dendrochronologie qui nous permet de reconstruire le climat. Oui, c'est serré. Il y a peut-être 200 ou 250 cercles. Les signes d'un changement climatique sont frappants dans ces régions alpines. Le va-et-vient des glaciers n'est rien de nouveau, mais le débit du changement est inquiétant. Quand les premiers explorateurs sont passés par ici au début du 20e siècle, le glacier était probablement à peu près ici. Vous voyez là-dedans, on a le fond du glacier actuel, et vous voyez ces blocs-ci. Regardez ceci, puis regardez en bas, là. On peut voir ceux-ci. Ils sont dans la photo de 1917. Une chose que les gens ignorent, c'est qu'ils voient reculer le front du glacier, mais ils ne se rendent pas compte du fait que l'épaisseur du glacier diminue. N'est-ce pas? En 1998, par exemple, lorsque beaucoup de glace a fondu sur le glacier, on a perdu 10 à 12 mètres de glace en l'espace de 2 mois. On a ici des petits morceaux de bois qui sont sortis de la glace. On ne sait pas quel âge ils ont, mais si on trouve un morceau un peu plus grand, il y a des indices qu'on peut utiliser pour déterminer son âge. Quelle sorte d'informations peut-on obtenir de ce petit morceau de bois? On pourrait faire la datation par le carbone 14, ce qui donnerait son âge. Nous avons du bois de ce site qui date d'il y a 8000 ans, qui est sorti du glacier. 8000 ans? 8000. Voici les miettes que nous venons de ramasser. Ce sont de très petites écharpes de bois. Elles pourraient être très vieilles ou plus récentes, on ne sait pas. Mais si vous tenez ça, si vous trouvez de plus gros morceaux, voici à quoi ressemble la matière réelle. Nous avons trouvé ceci l'année dernière et vous voyez que ça a été déchiqueté. Imaginez donc comment ce serait de passer en dessous d'un glacier et vous faire tirer partout sous terre. Ça veut dire que quelque part près d'ici, il y avait de la forêt il y a 8000 ans, là où il y a un glacier aujourd'hui. Et une journée comme aujourd'hui, il y a beaucoup de vent ici. Si vous regardez l'avant-front là-bas, il n'y a pas d'arbres parce que le climat est beaucoup trop sévère pour les arbres. Même aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète. Il a dû faire beaucoup plus chaud il y a 8000 ans pour que les arbres puissent s'établir là-bas, ou bien il fallait que le glacier soit moins avancé par ici, ou que peut-être le champ de glace Columbia n'existait même pas. Et le vrai contexte ici, c'est que nous avons maintenant un organisme vivant sur la Terre qui est capable de contrôler et de modifier le climat de la Terre. Changer le climat sans comprendre de quelle façon on le fait. Plusieurs ont appelé ceci une expérience hors contrôle. Mais nous faisons des expériences sur un milieu dans lequel nous vivons, dans lequel nos futures générations devront vivre. Ils se poseront des questions à notre égard si nous n'essayons pas de changer ce que nous faisons.
Si on revenait aux Rocheuses ici dans 20 000 ou 30 000 ans, peut-être qu'il y aurait une autre glaciation. Le réchauffement de la planète ne sera qu'un événement mineur, qui aura un impact pour quelques 200 ans. Mais, sur le plan de l'histoire humaine, ce sera une période très difficile à endurer. Les montagnes sont d'immenses châteaux d'eau. Elles fournissent l'eau cruciale dont nous avons besoin pour la consommation, l'hydroélectricité et l'irrigation. Elles alimentent un tissu biologique complexe. Mais avec la fonte des glaciers, le débit d'écoulement est réduit. Les rivières deviennent plus lentes et plus chaudes. Tout l'écosystème aquatique devient déséquilibré. Les plantes, les poissons, les oiseaux, la faune, nous sommes tous touchés. Et ces châteaux d'eau naturelle sont en train de sécher. Pouvons-nous apprendre d'une culture ancienne qui s'est déjà adaptée au changement climatique? À la fin de la dernière époque glaciaire, les premières tribus alpines ont suivi les glaciers qui se retiraient pour vivre dans les nouvelles forêts et prairies. Les autochtones de la nation des Ktunaxa vivaient sur les voies d'eau et les versants ouest des Rocheuses bien avant que les Égyptiens ne construisent les grandes pyramides. Je me dirige vers les mines de charbon du sud-est de la Colombie-Britannique pour rencontrer Wayne Choquette. Il est en train de déterminer la valeur archéologique d'une route de migration ancienne des Ktunaxa en vue d'un développement potentiel des ressources. En volant au-dessus de ces mines de charbon à ciel ouvert, je ressens un mélange de culpabilité et de crainte. La culpabilité parce que j'utilise les combustibles fossiles dans mon avion, ma voiture et ma maison. La crainte parce que notre demande d'énergie est censée doubler et il y aura une expansion de ces mines pour répondre à cette demande. Tout le monde aime réaliser un profit. Wayne et beaucoup d'autres personnes ont beaucoup de soucis. Nous adorons les Rocheuses et nous les apprécions, mais nous n'avons pas la perspective mature qui nous permettrait de voir que nous pourrions les aimer à mort. Imposer notre culture sur elles au point où, tout en les aimant, nous les ferons disparaître. Et nous courons le risque de nous rendre compte un jour que nous avons changé quelque chose au point où ce n'est plus ce que nous aimions auparavant. Ce col herbeux relativement bas représentait sans doute aux tribus anciennes une route idéale pour traverser les montagnes. Ça fait 30 ans que je pensais venir ici. Et de ce que j'ai vu dans les photos de satellites et les photos aériennes, il semblait y avoir beaucoup de potentiel, surtout comparé à beaucoup d'autres cols. Mais être ici, c'est tout ce que j'espérais. Il y a les bonnes prairies, le terrain grand ouvert. Et la montée et la descente sont faciles comparées aux autres cols. La tribu ancestrale des Tanaka aurait immigré du sud vers cette région. Un petit groupe très nomade qui suivait je ne sais quelle sorte de gros gibier, peut-être même un animal qui a disparu, comme les mammouths. Ils n'ont pas laissé grand-chose derrière eux, seulement de très petites traces. Et ce que nous cherchons vraiment, c'est le rebut ancien laissé par ce peuple en mouvement constant. Et quelle sorte d'artefacts avez-vous trouvé dans un endroit comme ici? Comme c'est une route majeure, on peut trouver n'importe quel objet que les gens apportaient en voyage.
Certainement les sortes d'artefacts qui seraient utilisés pendant le voyage. Les outils de chasse, les outils pour réparer les selles ou, à une époque antérieure, des sacs, ce genre de choses. Mais surtout des objets reliés à la chasse, j'imagine. Des couteaux, des racloirs, des poings, ces choses-là. Pour un archéologue dans cette région, où nous n'avons pas souvent la préservation de matière organique, l'os ne survit pas. Et il est sûr que les pots, les paniers, ces choses-là disparaissent tout de suite. Tout ce qui reste d'utile, c'est la pierre. Mais il faut vraiment un coup de chance parce que la pierre était le minerai le plus important pour gagner sa vie. On n'avait pas accès aux autres ressources, aux animaux, aux plantes, sans un bord coupant. Ce qui soutenait toute l'économie, c'est donc la pierre coupante dont on peut façonner des outils coupants et des hacherons. Même en découvrant des signes de vie maritime ancienne, j'ai de la difficulté à imaginer que ce col de montagne était autrefois un fond de mer. Je m'imagine en train de traverser ce col avec ma famille il y a des milliers d'années, et je pense aux connaissances qu'il nous faudrait pour survivre. Il est vraiment dommage que lorsque les Européens sont venus, ils n'appréciaient pas les connaissances des Autochtones plutôt que de les considérer barbares. Nous devons tirer, je crois, des leçons des cultures qui, au lieu de s'imposer sur l'écologie, apprennent les limites de cette écologie et s'y adaptent. Ils vivent ici avec succès depuis 10 000 ans et tout indique que leur population a connu une croissance continuelle et que leur culture est devenue de plus en plus riche. Nous parlons toujours de l'équilibre de la nature, mais nous avons beaucoup de travail à faire pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. Je retourne chez moi à Banff quand j'apprends que des archéologues cherchent des vestiges de maisons semi-souterraines anciennes creusées dans la terre par des chasseurs nomades. Quelle ironie qu'elle soit sur la 17e allée du terrain de golf de l'hôtel Banff Springs, une des destinations touristiques les mieux connues au monde. Nous sommes au milieu de la 17e allée du terrain de golf de Banff Springs et nous savons depuis longtemps que ce lieu est un site archéologique important pour plusieurs raisons. D'abord, ces maisons semi-souterraines sont uniques aux montagnes Rocheuses et Banff en a 6 ou 7. C'est le seul endroit dans les Rocheuses qui en a à notre connaissance, donc c'est le fun. L'autre chose, c'est qu'il s'agit du premier site archéologique formellement protégé au Canada et consacré en 1912. Il y avait autrefois de petites pancartes ici, indiquant la limite orientale du site et une amende de 100 $ pour toute perturbation, montant considérable en 1912. Il prenait donc au sérieux la protection de ces sites. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, les scientifiques sont de retour dans les fosses de sable du terrain, équipés cette fois d'ordinateurs au lieu de pelles. Gwen Langman et Bill Perry espèrent voir les sites des maisons semi-souterraines à l'aide du géoradar. Ce que le logiciel fait maintenant, c'est prendre toutes ces lignes et il en fait une grille. Et à ce point, nous pouvons commencer à faire le mappage de l'information, soit par profondeur, soit par durée, lorsque le signal passe en dessous de la Terre. Au début du 20e siècle, lorsque ce site de maison semi-souterraine a été décrit pour la première fois, on a produit une carte qui montre les maisons qui venaient jusqu'à la base de la montagne. La voici alignée contre la base de la montagne ici. Il s'agit donc de tout un petit village, 14 de ces maisons qui auraient été construites sur ces terrains plats ici. Les gens revenaient chaque année à un des sites de maisons semi-souterraines, une habitation,
parce qu'on a obtenu une série de dates par le carbone 14 remontant à 3000 ans, 2800 ans, 2600 ans et 2400 ans. Les gens revenaient constamment à ces petites maisons et les utilisaient en passant par les montagnes. C'est incroyable. Notre perspective sur ces montagnes est généralement celle de nos propres explorateurs qui ont surmonté toutes sortes de difficultés pour être ici. Mais partout où ils allaient, des humains y avaient déjà été et connaissaient tellement bien ce pays. Ils savaient sans doute ce qu'il y avait dans ces vallées. Il ne s'agissait certainement pas d'un lieu isolé et difficile pour eux. Ils étaient ici et ils vivaient bien. Ça faisait partie d'un plus grand territoire qu'ils connaissaient très bien. C'est ça qui est tellement intéressant, si on peut dévoiler un élément et déterminer exactement ce qu'il faisait ici. Quand on travaille sur les choses du passé, c'est comme un casse-tête. Il y a des petits morceaux de l'ensemble qu'il faut essayer de relier. Comme archéologue, c'est ça la partie intéressante, être comme détective de la préhistoire. Et essayer de raconter ces histoires anciennes aussi, c'est un vrai défi que j'aime beaucoup. D'où sont venus ces anciens? Je vais trouver un morceau du casse-tête. Le bord de la lame d'obsidienne est aussi mince qu'une molécule d'épaisseur. C'est tellement aigu qu'on l'utilisait pour la chirurgie oculaire avant le laser. Il y a 11 500 ans, il y avait des gens partout où il n'y avait pas de glace, c'est certain. Ils étaient dans les montagnes il y a 10 800 ans, on le sait. Il y a 11 000 ans, il y avait des gens dans les montagnes. Des paléochasseurs avaient campé ici il y a 4000 ans. Marty Magny a consacré sa vie aux efforts de résoudre des mystères préhistoriques. Ceci est une surface extérieure. C'est ça, c'est rugueux au toucher. Ceci semble être le cortex. Alors, il y avait un galet et ils l'ont cassé, et ça, c'est comme l'extérieur usé par l'eau. Mon Dieu, c'est coupant. Ils pouvaient donc l'utiliser pour dépouiller. Ah oui, un plus gros morceau. La lame d'obsidienne, c'est l'objet naturel le plus coupant qui existe. Une lame d'obsidienne est plus tranchante que l'acier chirurgical. Si on regarde les deux en utilisant un microscope 40 puissance, on voit que la lame d'acier chirurgical est irrégulière, tandis que celle d'obsidienne est parfaitement aiguë. Le bord de la lame d'obsidienne est aussi mince qu'une molécule d'épaisseur. C'est tellement aigu qu'on l'utilisait pour la chirurgie oculaire avant le laser. Je tiens dans ma main un indice du passé. Et je sais que ça ne fait pas très longtemps, une cinquantaine de vies peut-être, que nous dépendions des outils de pierre pour vivre. On portait quelque chose qui était bréché, comme on voulait se débarrasser de beaucoup de matières détachées qu'on ne voulait pas de toute façon. Et puis, on avait quelque chose dont on pouvait tailler un morceau ou bien un grand couteau qui pouvait servir à plusieurs fins, comme le couteau de l'armée suisse du passé, n'est-ce pas? C'est un couteau, mais si on enlevait un éclat ici, ça deviendrait un ciseau. Nous avons ce que nous appelons un portrait ethnographique de l'époque où les Premières Nations utilisaient cet environnement de la manière dont ils l'exploitaient lorsque les premiers Européens sont arrivés. Mais cela ne représente qu'un petit aspect du portrait complet. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de déterminer ce qui se passait à l'époque, comment leur interaction se faisait, où ils allaient, d'où ils venaient, où ils déménageaient. Les tribus nordiques se sont déplacées vers le sud pour devenir les peuples que nous connaissons aujourd'hui au nom de Navajo et d'Apache. Mais la raison pour ce déménagement demeure un grand mystère anthropologique. Il semble qu'il y ait eu d'importants événements climatiques qui ont coïncidé avec la migration à Tapascan. Il y a beaucoup de choses qui indiquent le déplacement de peuples sur de grandes étendues. Il y a une œuvre d'art rupestre à Grotto Canyon, Exshaw, près de Banff, qui est une image mythologique, le joueur de flûte. Il faut aller jusqu'à l'État d'Utah pour trouver une autre telle image. Les conditions de vie n'étaient pas les meilleures parce qu'il faisait froid, le vent était terrible, c'était de la glace et de la roche. Mais en regardant les conditions de vie des peuples de l'Arctique aujourd'hui,
on voit qu'il n'était pas impossible de vivre ici. Mais s'il passait rapidement en allant vers les climats plus doux du sud du continent pour revenir lorsque les conditions s'amélioraient et que les glaciers fondaient, puis les conditions d'aujourd'hui se développaient, les peuples se déplaçaient à nouveau vers le nord. Considérez les 200 dernières années depuis l'arrivée des Européens. Tout d'un coup, il y a eu des routes, des villes, du développement déchaîné dans une très courte période. C'est tout un contraste entre deux modes de vie très différents, d'une culture de chasseurs-cueilleurs à une société industrielle d'un coup sec. Nous envisageons le changement climatique qui se passe sur de très longues périodes. Mais les glaciers disparaissent au cours de ma vie. Et Marty possède des signes d'un changement radical qui se serait passé du jour au lendemain. Ceci est pas mal intéressant. C'est de la cendre Mazama, cette couche blanchâtre rosâtre que vous voyez, le résultat du mont Masama qui a fait éruption il y a 5000 ans, il y a 6800 ans en fait, dans le sud-ouest de l'Oregon. Imaginez la force de ce volcan qui explosait tellement fort qu'il a envoyé un nuage de cendres qui a dû être bien plus épais encore jusqu'ici et plus loin encore. Il y en a même des traces aussi loin vers le nord que Red Deer. Et c'est un indice partout dans le sud des États-Unis. Partout où on trouve de la cendre Mazama, tout ce qui est en dessous de cette cendre date de plus de 5000 ans. Je me demande comment on fait la distinction entre la cendre et la terre. C'est granuleux. Si tu mets ça entre tes dents, ça va, c'est toujours granuleux. Si on le mettait sous un microscope, on verrait des tessons de verre. Voilà. Vous voyez à quel point c'est fin? De la gravelure qui ne se trouve pas dans la terre? Ah oui. N'y a-t-il pas des histoires d'aînés de cendres qui tombent, comme de la neige, et qui couvrent le sol? Oui, il y en a. Oui, il y a des histoires d'aînés et des histoires rares et des histoires de déplacement du peuple quand la cendre et les montagnes ont explosé, ce genre de choses. Oui, ils ont des histoires, de vieilles histoires. Certaines doivent avoir au moins 1200 ans. De cette explosion au Yukon? Oui, la chute de cendres de la rivière White. Plusieurs pensent que c'était la cause de la migration à Tapascan des Dénés. On aime prétendre qu'un conflit existerait entre les scientifiques et les peuples des Premières Nations. Les scientifiques disent qu'ils seraient venus d'Asie, et la réponse est « Non, on n'est pas des immigrants, on a toujours été ici. » Et les scientifiques disent « Non, ça ne fait que 12 000 ans. » Un de mes amis, un autochtone de la côte ouest, a dit « Tu sais, ce conflit n'a pas besoin d'être comme ça. C'est un type qui aime avoir une vie équilibrée. Il dit que les scientifiques peuvent bien dire que ça fait 12 000 ans qu'ils sont ici et qu'ils peuvent dire qu'ils ont toujours été ici. Mais si on disait que 12 000 ans, c'est l'éternité, est-ce qu'on peut accepter cela? » J'ai trouvé que c'était une excellente façon de voir la chose. Peu de descendants des premiers peuples alpins connaissent maintenant la Terre comme leurs ancêtres la connaissaient. Nous allons rencontrer deux telles personnes. Avec eux, les Européens ont apporté la variole et l'extermination des bisons. Par conséquent, les sociétés autochtones ont été décimées. Aujourd'hui, les tribus comme les Blackfoot Piikani ont une population semblable à celle d'avant. Mais leur mode de vie traditionnel ne survit pas à l'ère moderne. L'archéologue Barney Reeves a étudié les Autochtones du sud de l'Alberta et du Montana presque toute sa vie. Il connaît bien la région de Waterton. Il a grandi ici. Une raison pour laquelle cette région est tellement intéressante, c'est que les roches ici sont très riches en minéraux. Ce sont les roches les plus anciennes qui sont exposées dans les montagnes rocheuses. Et comme tout se fait éroder et comme les glaciers ont eu tel et tel effet, il y a eu la formation du sol, des herbes très riches en éléments nutritifs ont commencé à pousser, puis les animaux ont mangé les plantes. Et là, nous avons les plus gros mouflons de montagne et le record pour le plus gros cerf-mulet et les plus gros grizzlies. Par conséquent, les hommes mangent les animaux ainsi que les plantes. Et les Piikani étaient les plus grands et avaient la plus longue vie de toutes les tribus qui chassaient le bison, selon la tradition,
à cause de cet excellent régime alimentaire de protéines animales et végétales. Il y avait un écosystème très productif et c'est ce qui a attiré les humains. Elsie en sait plus sur les plantes que n'importe quel autre Picanni vivant. C'est ça. Pourriez-vous déterrer ça? Elsie Crowshoe et sa sœur Margaret sont parmi les quelques aînés Blackfoot qui retiennent et rendent hommage aux connaissances de leurs ancêtres nomades. Nous ouvrons ceci. Voici une bonne plante. Regardez. Touchez-la à l'intérieur, c'est collant. Ah oui. Touchez ça. Oui. On met ça sur une coupure. Oui, sur une coupure ou sur n'importe quel genre de plaie sur la main. C'est comme ça que ça marche, toute cette médecine indienne. Il faut que ce soit une personne à qui ça a été donné, et cette personne vous la donne dans une cérémonie. Quand je tiens la main d'Elsie, je ressens la fragilité d'une langue et d'une culture. Elles peuvent disparaître en l'espace d'une seule génération. Au jour d'antan, le rêve était vraiment très, très fort. Les aînés voyageaient partout, même le long des montagnes. Et parfois, quand on voulait avoir une vision, on allait tout seul dormir pendant 4 nuits et 4 jours, sans manger ni boire. Et l'esprit venait et donnait une sorte de protection ou un pouvoir de guérison. Ils appellent les montagnes Mistakis ce qui veut dire colonne vertébrale. C'est ici que les conditions météorologiques sont créées. C'est ici que toute l'eau se trouve. C'est ici la source de la peinture sacrée, la source des médecines sacrées et les plantes sacrées, les animaux. C'est principalement dans cet écosystème et non pas dans la prairie. C'est pour ça que c'est tellement important. Dans l'ancien temps, si on avait un camp et qu'on voyait des chenilles, on commençait d'abord par chanter pour elles. Et toutes les chenilles se mettaient à danser. Mais il y a une chanson spéciale pour elles. Oui, oui. Vous savez, quand vous êtes là-bas avec eux, c'est souvent triste. Parce que c'est la fin de tout ça. Quand ces aînés ne seront plus là, il n'y en aura plus. Parce que les jeunes n'ont pas les connaissances. Ils ne pourront plus les posséder après que les anciens soient disparus. Et c'est ça que je ressens, cette tristesse. À l'époque ancienne, un chaman avait présagé que des êtres du ciel arriveraient de l'Est. Des hommes blancs comme des spectres et aussi puissants que le grand Manitou. Ces explorateurs européens et les visiteurs qui les ont suivis allaient apporter plus de changements à l'épine dorsale du monde en 200 ans que les montagnes lumineuses n'en avaient vu en l'espace de 20 000 ans.
La prophétie du chaman de l'époque ancienne s'est réalisée. Des êtres célestes sont arrivés de l'Est. Des hommes blancs comme des spectres. Les sentiers de gibier sont devenus des pistes, des routes commerciales et des chemins. Les Blancs allaient apporter plus de changements à l'épine dorsale du monde en 200 ans que les montagnes lumineuses n'en avaient vu en l'espace de 20 000 ans. C'est un défi de piloter dans les montagnes, mais en regardant au-dessous de moi, j'imagine la traversée des Rocheuses il y a 200 ans, et ça me semble impossible. En arrivant aux montagnes, les explorateurs sont entrés dans un labyrinthe inconnu, à 3 dimensions, de torrents d'eau froide, d'arbres abattus, de roches et de glace. Ils ont découvert que tout profit tiré de cet immense pays isolé coûterait très cher. J'ai continué mon vol le long de la colonne vertébrale du monde, dans une région connue du nom de Y2Y, de Yellowstone au Yukon. Nous allons rencontrer des gens qui consacrent leur vie à une meilleure compréhension de cet endroit. Ensemble, nous allons apprendre comment le monde a découvert les Rocheuses. Dans les contreforts de l'Alberta, au versant de l'est des Rocheuses, une des grandes rivières, la Saskatchewan, émerge des montagnes. À l'époque de la traite de fourrure, ce ruban d'eau était le point d'accès à une terre de richesse. Nous sommes dans le corridor original qui remonte à 200 ou 300 ans. Les premiers explorateurs européens venaient ici avec leurs équipes de chasse autochtones pour livrer le courrier, les provisions de Rocky Mountain House jusqu'à Jasper House. Richard Smith était un des derniers agents de la GRC à patrouiller dans les montagnes en traîneau à chien. Il a retracé les vieilles routes du commerce de fourrure à l'ancienne manière. L'homme utilise des attelages de chiens depuis plus de 6000 ans. Cette utilisation remonte aux peuples autochtones de Sibérie et est passée par les routes de migration jusqu'en Amérique du Nord et ensuite aux Inuits. Les attelages de chiens étaient bien petits auparavant parce que plus on avait de chiens, plus il fallait les soigner, les nourrir, s'en occuper. Les hommes couraient sur les raquettes et ouvraient la piste devant les chiens. Ils couraient à côté des chiens et portaient toutes leurs provisions et leur équipement, 200 à 300 livres. Ils ne pouvaient donc pas se laisser porter sur le traîneau. Aujourd'hui, les chiens sont un peu mieux entraînés, surtout au niveau des commandes vocales, ce qui permet d'être sur le traîneau en poussant du pied plutôt que d'être toujours en avant. Les commerçants de fourrure appelaient le toboggan le canot d'hiver. Il est peu probable qu'une autre personne de notre ère ait vu autant d'eau blanche passer sous ses patins que Richard. Il y avait souvent 1 ou 2 guides en avant, ouvrant les pistes pour les attelages de chiens, qui suivaient moins d'1 heure plus tard. Ils ne déjeunaient pas avant de prendre la piste. C'était du pemmican, de la charquie et beaucoup de bannock. Il y avait bien sûr la chasse en cours de route, mais si on ne trouvait pas de gibier, ça finissait par être pas mal mince et on pouvait quasiment crever de faim sur la route. Parce qu'il fallait nourrir les chiens avant de se nourrir soi-même. Les femmes avaient un rôle crucial à jouer en aidant à traverser le pays. Les autres hommes étaient les chasseurs et les guides, mais sans les femmes, ils auraient eu beaucoup de difficultés à obtenir les outils, les vêtements et les moyens de transport pour voyager d'un endroit à l'autre. Les Européens qui ne s'adaptaient pas au mode de vie autochtone finissaient par périr.
Il était donc très important d'amener la famille, parce qu'on ne pouvait pas simplement laisser les gens et aller faire sa propre affaire pendant 3 mois ou 9 mois. La famille y était, ce qui rendait le voyage plus efficace. Chacun ouvrait la piste à tour de rôle, portait les provisions et l'équipement, cherchait du bois pour le feu, préparait le camp et les repas et réparait l'équipement et les vêtements afin de pouvoir partir tôt le lendemain. Les membres de ces groupes développaient des relations très étroites pendant l'exploration de l'Ouest. Je voudrais être capable de remonter dans le temps pour voir le paysage avant le premier défrichage, regarder vers l'ouest et voir ces grandes montagnes couronnées de neige. La roche, tu sais, la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord. La cordillère des Rocheuses a dû vraiment ébahir celui qui la voyait pour la première fois. Il y a 200 ans, les compagnies du commerce de fourrure se livraient concurrence pour trouver une route commerciale vers le Pacifique. Le défi, bien sûr, consistait à trouver une route à travers les montagnes. En 1807, un cartographe au nom de David Thompson, qui travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest, a enfin tracé une route viable pour traverser la ligne continentale de partage des eaux. L'historien Brian Patton et moi suivons la carte historique de Thompson jusqu'au confluent des rivières Saskatchewan-Nord et House. Celui-ci était le col le plus facile. Ils utilisaient d'autres cols, mais cette route était populaire. C'est à cause des rivières, les autoroutes de l'époque, que le Canada a été exploré beaucoup plus rapidement jusqu'aux montagnes rocheuses que les États-Unis. Et c'est à peu près ici, l'autre côté de ce cap, au point le plus loin sur la House, qui est le point le plus loin auquel les canaux se sont rendus dans les montagnes rocheuses, les canaux de la traite de fourrure. C'était le premier grand problème de logistique en traversant le Canada, les rivières, et les portages avaient relativement peu d'importance avant d'arriver à la ligne continentale de partage des eaux. Les hommes, femmes et enfants de l'équipe de Thompson faisaient face à un problème encore plus grave en arrivant aux plus hautes montagnes. Il n'y avait pas de source fiable de gibier et ils étaient en danger de manquer de nourriture. Oui, et il était difficile de faire la chasse ici. On voyait les traces de ces animaux, mais ne trouvait vraiment pas souvent d'animaux. Ils étaient en train de crever à cet endroit. À part un petit ours noir maigre qui a eu le malheur de mettre la tête dans la tente de Thompson sur la House et qui a été tué par la suite. La première chose que Thompson ou Mackenzie ou quiconque devait faire en arrivant dans un nouveau territoire, c'est de trouver les gens de la place et quêter ou traiter pour avoir de la nourriture. J'imagine qu'ils ont souvent dû quêter. Bien, ils se plaignaient souvent aussi de ce que leur coûtait un peu de nourriture. Mais lorsqu'on est si éloigné de tout et qu'on ne sait même pas où juste on est exactement, le prix a tendance à monter. Quel est le grand oiseau là-bas? Un aigle de pêcheur? Oui. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un aigle de pêcheur ici. J'imagine que oui. Brian pense que c'est ici que David Thompson a établi son camp pendant 2 semaines en juin 1807. C'est la rivière House en bas et le col House au loin. Leur destination dès la fonte des neiges. Cette période d'attente a permis à Thompson de travailler sur sa grande carte qui, même selon les normes d'aujourd'hui, est jugée très exacte. À l'échelle d'aujourd'hui... J'ai apporté mon GPS de l'avion. Je pense que Thompson aurait trouvé le GPS bien utile. Ah, oui, oui. Il est né 200 ans trop tôt. Alors, nous allons monter 51, 10, 23, 50, 57 pour arriver ici. Et ensuite, on peut monter 116. Alors, 16, nous disons donc ici 116, 46, ce qui nous amènerait à peu près là. Et on descend
Alors ça arrive tout À la convergence de ces deux rivières, oui. Je ne sais pas. Je trouverais ça très précis compte tenu des divers facteurs avec lesquels il avait affaire. Et il y a le tonnerre des avalanches. Descendre de la falaise sur Sarback, ce sont les choses qu'il notait. Il l'aura entendu beaucoup en juin, tu sais, surtout un jour où il fait un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Il n'a pas souvent cherché des indications astronomiques au cours de ses voyages. Ici, c'est l'un des seuls endroits où il est resté assez longtemps pour le faire. Il fallait bien regarder aujourd'hui, et peut-être ce soir, si ces nuages restaient. Comment est-ce qu'on peut obtenir des indications? Et il y a du temps comme ça, jour après jour, surtout en juin, quand il était ici. Thompson lui-même se considérait arpenteur plutôt qu'explorateur. Avec ou sans nuages, il a réussi à porter sur la carte plus d'1 million de milles carrés de l'Amérique du Nord. Mais c'est remarquable de penser qu'il y avait seulement cette feuille de papier vierge et qu'il... Combien de temps a-t-il pris pour faire cette carte? La grande carte. Je pense qu'il a travaillé là-dessus 2 ou 3 ans après sa retraite. Je ne me souviens pas exactement du temps qu'il a pris, mais c'était une longue tâche ennuyeuse et ça faisait partie de sa dernière... Oh, tu sais, c'est comme un emploi qui est enfin terminé, mais il reste une chose à compléter pour les employeurs avant de pouvoir prendre ta retraite. Et Thompson était dans une situation comme ça. En 1793, Mackenzie s'était déjà rendu au Pacifique par voie de terre et les commerçants de fourrure canadiens avaient déjà dressé la carte d'une grande partie du Nord-Ouest. Les Américains Lewis et Clark, en utilisant l'information inscrite par les Canadiens dans leurs journaux, ont atteint le Pacifique même avant Thompson. En 1800, on avait donné l'ordre aux dirigeants de la Compagnie du Nord-Ouest de traverser cette chaîne de montagnes et d'établir un poste sur le versant ouest. On a envoyé 2 voyageurs passer l'hiver avec les Autochtones de la tribu des Kootenais. Ils sont retournés au printemps avec un jeune garçon Kootenai qui les accompagnait et qui allait ensuite amener la première partie commerciale jusqu'au fleuve Columbia et à sa tribu. Mais ils ont été surpris par un groupe d'Autochtones de la tribu Stoney et le garçon Kootenai a été tué. Il leur a fallu 6 ans de plus avant de pouvoir traverser les Rocheuses. Mais sinon, pour ce coup de mauvaise chance, si ce jeune garçon Kootenai n'avait pas été tué dans cette escarmouche en émergeant sur le versant est des Rocheuses, si cette partie commerciale avait traversé les Rocheuses pour établir un poste en 1801, il est tout à fait possible que des traiteurs de fourrure canadiens aient accueilli Lewis et Clark à l'embouchure du Columbia 4 ans plus tard. C'est une chose intéressante à laquelle j'ai souvent pensé, tu sais. Comment le monde a-t-il découvert les Rocheuses? Nous avons découvert les Rocheuses. Le monde les a découvertes par le billet de carte, qui aurait été les premières images, par les mots, puis les peintres, et éventuellement, aux années 1870 et 1880, par les photographes. Alors, cette chaîne de montagnes s'est révélée très graduellement au monde. L'an a démarré? Oui, peut-être. Mais une fois le rêve canadien de lier les 2 bouts du pays réalisé, c'était à toute vapeur. La construction d'un chemin de fer transcontinental était essentielle pour traverser les montagnes, unir un pays et attirer la Colombie-Britannique dans la Confédération avant que les Américains ne s'en accaparent. La construction du chemin de fer du Canadien Pacifique à travers les montagnes de l'Ouest demeure un des plus grands exploits d'ingénierie du monde. Ce n'est qu'après que le chemin de fer ait pénétré ces régions sauvages que l'Ouest s'est ouvert au tourisme et à la colonisation. Il ne restait plus beaucoup d'endroits sauvages en Europe ou dans l'est de l'Amérique du Nord, et l'idée de visiter le Far West faisait rêver.
Mon fils Jesse et moi n'avons pas hésité devant la possibilité de faire un voyage dans un train à vapeur restauré du Canadien Pacifique. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Moi aussi. C'était vraiment le fun. Oui. Nous nous joignons à Bob Sanford, auteur et historien, et ses enfants pour un voyage dans le temps. Celui-là, c'est le major Albert Bowman Rogers. C'était un des premiers arpenteurs. Il est censé être l'arpenteur et le voyageur le plus dur à cuire de toute la région des montagnes. Le col Rogers porte son nom. Son surnom était Old Blue Thunder. Il prenait une chique de tabac et une canette de fer au lard et disparaissait dans les montagnes pendant des jours. Quelle belle barbe. Une barbe comme ça, crois-tu que ça irait, ton père? Pas tellement bien. Bob, quand est-ce que le premier train est passé par ici? Le premier train complet est passé dans cette région en novembre 1885, il y a environ 119 ans. À cette époque-là, il restait si peu d'argent à la compagnie de chemin de fer qu'il fallait emprunter une route très directe en passant par le col Kicking Horse, sur ce qu'on appelait la Grande Colline. C'était la section la plus dangereuse de la voie ferrée, la plus à pic et la plus difficile. Il fallait des locomotives aux deux bouts du train pour pousser et tirer le train, afin qu'il puisse monter les pentes raides de cette région avant la construction des tunnels hélicoïdaux. Cette partie du chemin de fer du Canadien Pacifique était la plus renommée. Ouh, regardez toute cette glace. Bien, c'est fascinant de voir comment ça s'est fait. Il y aurait eu une armée d'avant-garde, non seulement d'arpenteurs, mais de ceux qui travaillaient à défricher et à poser la plateforme et les rails. Et les camps de travailleurs étaient quasiment des villes. Voir avancer cette armée à travers l'Ouest, posant une voie qui était effectivement un chemin. Et la perspective sur l'Ouest, qui était à toute fin pratique inconnue, a changé de façon dramatique et presque immédiate. Les dirigeants du Canadien Pacifique savaient ce qui était ici. Ils savaient que c'était un pays spectaculaire et de richesses diverses. Et ils ont pu séduire le monde avec cette notion de découvrir le passage du Nord-Ouest, en traversant le Canada en train et en s'arrêtant à des endroits éblouissants et quasiment inexplorés en cours de route. La compagnie a annoncé 1100 montagnes dans l'Ouest canadien que personne n'avait escaladées. Les gens sont venus d'Europe et de l'Est des États-Unis et du Canada pour s'essayer à l'alpinisme. Et suite à un accident au lac Louise en 1896, quand un avocat de Boston est tombé du mont Lefroy, le Canadien Pacifique a fait venir le premier des guides alpins suisses dans les Rocheuses. Ils ont pris des clients d'hôtels ordinaires et leur ont fait traverser le continent dans le train pour en faire des alpinistes. Ils ont apporté toutes sortes de choses, notamment une nouvelle attitude vis-à-vis des montagnes, parce qu'ils savaient les escalader de façon sécuritaire. On n'avait pas à mourir sur la montagne si on savait comment faire de l'escalade, surveiller les conditions météorologiques et utiliser des techniques sécuritaires. Ils ont également introduit de nouveaux vêtements, la mode, regardez les cuissardes, et ils faisaient de l'escalade en cravate et veste, en portant des fédoras. Ils étaient des gentilshommes grimpeurs. Et les gens qui grimpaient avec eux étaient généralement aussi sophistiqués qu'eux.
La ligne continentale de partage des eaux est un des éléments naturels les plus spectaculaires du Canada. Le continent n'est pas plat. Il existe une épine interrompue dans l'ouest. D'un côté, les eaux se déversent dans le Pacifique, de l'autre, dans l'Atlantique à la baie d'Hudson. Le train transperce cette épine. Regardez ce qu'ils ont choisi comme route pour le chemin de fer. Ça passe à travers des paysages que la plupart des Canadiens et des Américains n'auraient jamais imaginés. Des paysages de puissance esthétique éternelle. C'est au cœur même de la Terre. Et c'était ébahissant. C'était incroyable de pouvoir s'asseoir dans un fauteuil et traverser un paysage aussi exotique, dangereux et époustouflant. Le Canadien Pacifique a lancé une campagne publicitaire qui était assurée de succès. Si vous êtes fatigué de grimper les Alpes, venez escalader un sommet vierge. Ou, si vous préférez, peignez-en un. Le Canadien Pacifique a recruté des artistes à venir poser leur chevalet le long du chemin de fer pour créer des œuvres pour sa campagne publicitaire. Dans le monde des arts, ils sont devenus connus sous le nom « l'École du chemin de fer ». L'historienne de l'art Lisa Christensen m'emmène au lac O'Hara, un des paysages immortalisés par ces artistes de l'époque. Le chemin de fer a donc vraiment donné accès à l'Ouest et les artistes qui ont illustré le chemin de fer l'ont fait connaître aux autres Canadiens et au monde entier. William Cornelius Van Horne était un grand mécène pour les arts au Canada. Il accordait des commissions aux artistes et les envoyait peindre le long des chemins de fer. Quand ils sont venus peindre les paysages à des endroits comme le lac O'Hara, les toiles servaient de publicité, bien sûr, mais elles faisaient également connaître cette partie du monde. Dépendant de leur nature intrépide, ils se rendaient dans l'arrière-pays. Certains travaillaient à côté du chemin de fer, comme John Ennis et Thomas Moore Martin. D'autres venaient ici à la fin des années 1880. C'était vraiment quelque chose de venir si loin et peindre. Encore aujourd'hui, nous découvrons des choses de cette école du chemin de fer que nous ignorions. C'est un grand domaine de l'histoire canadienne dont nous apprenons encore beaucoup. Le lac O'Hara est devenu un des endroits préférés du groupe des Sept, les artistes les plus renommés que le Canada ait produits. Nous arrivons à un des endroits où J.H. Macdonald aimait peindre, un beau petit point qui s'étend dans le lac. Nous avons une belle vue. C'est sans doute ici que J.H. Macdonald était en 1924 quand il a fait cette petite étude. C'est une excellente petite étude, très énergique et dynamique. Vous voyez le glacier sur Cathedral? Il n'a pas beaucoup changé depuis lors. Excellente réflexion, excellent mouvement dans le lac, un ciel chargé. J'adore la manière dont Macdonald laissait voir le matériel de fond à travers la peinture. Dans beaucoup de cas, dans les dessins du lac O'Hara, on voit le bois qui fait partie de la composition. Il paraît comme la surface d'une roche, comme le ciel ou des nuages, toutes sortes de choses. Les gens qui vivaient ici connaissaient mieux la région et savaient quand il y aurait des événements dans les montagnes. Ils savaient quelle était la saison de couleur pour les mélèzes et savaient ainsi l'heure. Ils savaient quand la débâcle arriverait, tous ces petits détails. Tandis que les peintres, surtout le groupe des Sept, quoique A.Y. Jackson et J.H. Macdonald faisaient exception à la règle, voulaient des grands sommets immenses. Ils cherchaient la seule prise de vue qui englobait tout et s'intéressaient moins aux petits détails de la nature. Je crois que les lieux pittoresques acquièrent rapidement une réputation, et le lac O'Hara a la meilleure réputation. Sans aucun doute, encore plus que le lac Louise.
Pour les artistes, le lac O'Hara est l'endroit auquel il faut venir. J'envie à ces artistes leur capacité de capter une présence spirituelle que ces montagnes communiquent à plusieurs, mais qui est si difficile à articuler. Dans les années 1880, la famille Vaux de Philadelphie est arrivée en train pour des vacances et ils ont été captivés par ce qu'ils ont vu. Leur documentation photographique du glacier Illisilouette dans le col Rogers constitue les premières observations scientifiques des Rocheuses. Entre 1894 et 1939, il y a eu un membre de la famille Vaux dans les Selkirks ou dans les Rocheuses canadiennes chaque été. Henry Vaux, fils, ressuscite la tradition familiale de la photo alpine. En se promenant dans les ruines de Glacier House, un des grands hôtels du CP, il est évident qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des 100 dernières années. Ma famille est venue à Glacier House pour la première fois en 1887. C'est mon arrière-grand-père et ses 3 enfants qui sont venus. Ils sont venus ici par hasard sur le Canadien Pacifique et ont passé quelques nuits à Glacier House où ils se sont promenés, ils ont regardé les glaciers et ont pris des photos. 6 ans plus tard, ils sont revenus parce que l'endroit les attirait. Et quand ils sont allés au pied ou au nez du glacier Illisilouette, ils ont été frappés par la distance dont le glacier avait reculé dans les 6 ans depuis qu'ils y avaient été. Le biologiste Dan McCarthy se joint à Henry dans sa quête du site des observations de son grand-père. Dan fait suite au travail scientifique des Vaux du 19e siècle en établissant les dates de retraite des glaciers par l'étude des lichens. À mesure que la glace fond, les lichens commencent à pousser. La signification de la famille Vaux, du moins à mon point de vue, c'est qu'ils étaient les premiers au Canada à étudier un glacier actif de façon systématique. Ils sont revenus année après année à partir de 1887 et ont pris des photos du même rocher, Rock W, sur leur carte détaillée. Ce qui m'a impressionné le plus au début, c'est la beauté des photos. Ce site en particulier, au glacier Illisilouette, représente la meilleure documentation, du point de vue photographique, la meilleure documentation de la retraite des glaciers en Amérique du Nord. Un soir au dîner, j'ai réfléchi au fait qu'il serait intéressant d'y retourner pour reprendre certaines de ces photos-là 100 ans plus tard. L'année dernière, Dan, nous sommes venus ici en groupe. Vous étiez censé être ici. Et sans vous, en suivant vos instructions, nous avons couru partout sur le côté de la montagne en essayant de trouver ce rocher. En revenant, nous avions 3 ou 4 candidats, dont un qui est juste devant nous. Nous sommes restés là un bon moment pour débattre les possibilités. Vous voulez dire celui-ci? Non, je veux dire celui-là, devant nous. Bien, celui-ci est beau et plat et la position est appropriée. Avançons un peu sur la piste pour regarder celui-là. Juste pour être certain d'avoir le bon. Soyons scientifiques. À l'instar de son grand-père, Henry est un scientifique éminent. Bien, celui-ci est certainement un de mes candidats. Oh oui, c'est celui que je choisirais. Allons voir ce que la photo donnera. Eh bien, ça y est. Voici la photo épreuve numéro 2 du Rock W. Bon, ben, je vais prendre une photo, je pense. Si je mets la lentille à 100 mm, nous verrons quelque chose d'un peu différent. Voilà. La glace est montée et a formé une sorte de plateau, juste en bas d'où ça se trouve aujourd'hui. As-tu remarqué qu'il n'y a pas d'arbres ici? Et aujourd'hui, on les voit juste là, sur ce col. C'est incroyable qu'une chose comme un arbre ait colonisé cet endroit en quoi?
103 ans. Il y a eu tellement de changements. C'est incroyable. Il y a une chose qui n'a pas changé en 103 ans. L'appel à l'aventure attire les alpinistes du monde entier, désireux d'essayer les sommets les plus dangereux. Rendu au 20e siècle, on avait taillé 3 chemins de fer jusqu'à l'intérieur des chaînes. On a érigé des hôtels en forme de châteaux et les Rocheuses étaient ouvertes au commerce. Peintres, scientifiques, chasseurs et alpinistes se rivalisaient pour nommer, définir et vaincre les régions sauvages des montagnes. C'était l'âge d'or de l'exploration et de l'aventure. Les photographes et cinéastes comme Byron Harmon ont travaillé le plus fort de tous pour révéler au monde les vues des plus hauts sommets. Personne n'avait vu ces paysages qui invitaient le monde à venir découvrir les Rocheuses. Au début du 20e siècle, on a fait venir des guides alpins européens pour répondre à la soif inaltérable d'aventure. En taillant des marches pour leurs clients européens, sommet après sommet, on a inscrit des centaines d'ascensions. C'était le début du tourisme d'aventure. Mais une montagne ne serait pas facile à vaincre. Le sommet du mont Assiniboine est de plus de 3600 mètres d'élévation et repose sur une base de quelques 80 km². C'est une des grandes montagnes du monde. Au tournant du 20e siècle, on l'appelait le Cervin des Rocheuses. Cette montagne ressemblait énormément à ce symbole des Alpes suisses et avait mérité la réputation d'être impossible à escalader. Beaucoup de choses ont changé au cours des 100 dernières années, mais le mont Assiniboine demeure un défi de taille. J'imagine les alpinistes d'antan partager les sentiments du guide alpin Barry Blanchard et de la grimpeuse Bonnie Hamilton. J'avais appris, comme bien d'autres, que nous sommes au sommet de la chaîne environnementale, que nous contrôlons quasiment tout. Et un des grands avantages de cet environnement, c'est qu'on apprend très vite que nous sommes à plusieurs coches de la vraie puissance, de ce qui se passe autour de nous. Il suffit d'un gros orage sur une montagne pour reconnaître à quel point nous sommes petits dans ce contexte. Et lorsqu'il fait tempête, quand l'atmosphère se déferle sur ces grosses montagnes, on se rend compte du peu d'impact que l'on a. C'est comme une goutte dans une tempête, vous voyez? Alors je crois que ce genre d'expérience est très utile à l'être humain. Tout ce qui nous rend un peu plus humbles et nous mène à admettre que nous faisons partie de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Nous sommes une espèce arrogante. Et c'est bon de nous faire secouer de temps en temps. J'y pense chaque fois que je sors, c'est toujours présent à l'esprit, et être une mère est une grande responsabilité. Je le prends très au sérieux, mais je dois faire ma propre affaire, poursuivre l'aventure et la passion de la vie. Ceci, c'est ce que j'adore faire, et ça fait de moi une meilleure mère. Ce qui me rend heureuse, c'est être ici dans les montagnes, le frisson que ça donne, l'aventure, et aller faire toutes ces choses sans savoir qu'est-ce que ça va donner à la fin.
Fidèles à la longue tradition du cinéma dans les Rocheuses, nous attendons patiemment des conditions propices pour photographier une tentative d'escalade du mont Assiniboine. Nous passons notre première journée à vérifier notre équipement et à pratiquer l'escalade en anticipant le défi. Pat Morrow et son adjoint Roger DeBeer sont seconds opérateurs dans ce tournage. Pat est un vrai explorateur moderne. J'admire depuis longtemps ses prises de vue aux sommets les plus hauts du monde. Pour moi, les Rocheuses étaient un excellent lieu de formation pour apprendre comment me tenir en vie, moi et ma caméra, dans un environnement hostile et montagneux. Je mets en pratique ce que j'ai appris dans les Rocheuses quand j'entreprends des expéditions dans les autres grandes chaînes de montagnes du monde. Ce que je cherche, c'est l'expérience personnelle, être là et être témoin de cette beauté-là. Et la photographie et le cinéma sont vraiment une chose secondaire pour moi. Si la photo sort bien et que les gens l'aiment parce qu'elle leur parle, j'en suis bien content. Mais je dis toujours aux gens que ces photos, ces séquences ne peuvent représenter qu'une seule dimension de l'expérience des montagnes. Afin d'avoir l'expérience complète, il faut être là soi-même pour témoigner. Je ne suis donc que le messager. Demain, nous essaierons le mont Assiniboine, où certains des meilleurs grimpeurs ont perdu la vie dans des conditions hivernales comme celle-ci. Nous commencerons bien avant le lever du soleil, mais, même là, nous aurons de la difficulté à atteindre le sommet et revenir avant la brunante. Alors, tout le monde porte un casque, une lampe frontale, je vois des lunettes de soleil, de l'huile solaire, on a des gants de rechange, les baudriers, les outils, une hache à glace, on a de l'eau, de la corde, une armature. Tout le monde a apporté son courage? Excellent. Nous aurons besoin de courage. Nous essayons de monter le chaînon du côté nord d'Assiniboine. L'air glacial oppresse nos narines. La noirceur amplifie le son des vents forts qui poussent plus haut. Tout le monde est silencieux. On réfléchit à la longue escalade à venir. Le soleil levant n'est pas accompagné de chaleur. Et l'aube à couleurs multiples présage un temps instable. J'ai des soucis pour la sécurité de notre équipe. Les tempêtes du Pacifique ont récemment laissé beaucoup de neige fraîche et les vents régnants de l'ouest ont poussé des bancs transversaux sur ce chaînon, créant des plaques à vent qui posent un grand risque d'avalanche. Comme des assiettes glissant d'une table inégale, les plaques à vent seront un danger sur les corniches supérieures de la montagne. Les gens demandent souvent comment c'est sur ces grandes montagnes quand un orage éclate, ou comment c'est de faire les routes plus dures. C'est vraiment comme une vie entière, c'est tellement riche et intense, et on est alerte et vivant et bien présent. Chaque action comporte des conséquences, et j'ai toujours trouvé que lorsqu'on est confronté à un danger, il y a souvent la voix de la peur à l'intérieur, et ça, c'est une chose que l'escalade a fait pour moi, m'apprendre à contrôler la peur.
Avec ce vent, il fera assez froid pour se geler la peau. Alors on doit se surveiller, surtout la figure. Il serait bien facile d'avoir le nez ou la joue blanchie, et ça signifie que le sang quitte la peau, et ensuite la peau commencera à geler. Donc si vous voyez ça sur moi, vous me le dites, et je ferai la même chose pour vous. L'hypothermie est un des plus grands dangers de l'alpinisme d'hiver. L'exposition prolongée aux basses températures et au vent fort réduit graduellement la température du corps, produisant une torpeur à l'esprit et portant atteinte au bon jugement. Dans un tel contexte, il n'y a pas de marge d'erreur. Il est crucial de maintenir un débit lent et constant, de se nourrir et s'hydrater afin de conserver l'énergie nécessaire pour garder sa chaleur. OK, j'espère qu'il me fera monter sur celui-ci. Les premiers alpinistes n'auraient jamais considéré l'escalade du mont Assiniboine dans de telles conditions. Ils étaient bien endurants, mais n'avaient pas l'équipement technique ni l'expérience d'escalade hivernale nécessaire pour survivre ici. La vie comporte des risques. Nous sommes des êtres fragiles et il ne faut pas grand-chose pour nous blesser ou nous tuer. On entre de son propre gré dans ces situations où les risques sont multipliés. Il ne faut vraiment pas tenir la vie pour acquis. Le risque est là pour nous réveiller, nous faire reconnaître à quel point la vie est merveilleuse. Il faut s'y accrocher du mieux qu'on peut. Nous ne conquérons pas la montagne. Nous survivons plutôt et, par la grâce des dieux, revenons chez nous. Les anciens voyageaient à pied. Il y a 200 ans, les commerçants de fourrure sont arrivés à dos de cheval. En 1901, les premiers alpinistes ont atteint ce sommet. Ensuite, après l'arrivée du chemin de fer et de l'automobile, les pénétrations des régions sauvages ont commencé à se multiplier. Aujourd'hui, les grosses entreprises sont en compétition avec la récréation pour tirer profit de ces montagnes. Et les dieux, toujours patients, continuent de nous sourire. Mais pour combien de temps encore?